Nous allons maintenant étudier la réponse d'un système du deuxième ordre soumis à une onde sinusoïdale. Ce type de réponse sera très utile lorsque nous discuterons de la réponse en fréquence au chapitre numéro 9. Pour l'entrée donnée par A sinus de oméga t, sa transformée de Laplace est égale au rapport de A oméga sur S carré plus oméga carré. En multipliant la fonction de transfert du système par la transformée de Laplace de l'entrée, nous obtenons la sortie y de S. Nous allons maintenant trouver la transformée inverse de y de S en utilisant la méthode des fractions partielles. Le cas le plus intéressant est un système du deuxième ordre pour une valeur de zeta plus petite que 1. Dans ce cas particulier, nous obtiendrons des racines conjuguées complexes. Nous allons couvrir superficiellement les étapes pour obtenir l'inverse de la transformée de Laplace y de S. Ces étapes sont détaillées dans les notes de cours. Puisque la valeur de zeta est plus faible que 1, nous allons conserver intact le dénominateur de la fonction de transfert pour retrouver plus facilement les formes sinus et cosinus. On sépare les deux termes en fractions partielles que nous nous empressons de remettre sur un dénominateur commun pour nous permettre d'évaluer les coefficients C1, C2, C3 et C4. Pour que les deux numérateurs soient égaux, il faut que les coefficients de chacun des exposants en S soient aussi égaux, ce qui nous permet d'obtenir un système de 4 équations pour 4 inconnus. À partir de l'équation 1, on peut isoler C4 pour le substituer dans l'équation 3. À partir de l'équation 4, on peut isoler C3 pour le substituer dans l'équation 2. On obtient ainsi un système de 2 équations et 2 inconnus, facile à solutionner pour déterminer les expressions pour les coefficients C1 et C2. On multiplie la première équation par 1 moins tau carré oméga carré et la deuxième équation par 2 zeta tau. On additionne les deux équations, ce qui permet d'isoler facilement le coefficient C1. On peut ensuite déterminer facilement l'expression du coefficient C2 en utilisant une des deux équations, 2A ou 3A. Connaissant C1 et C2, les expressions des coefficients C3 et C4 peuvent être obtenues facilement. En parallèle, on peut déterminer l'inverse de y de S en fonction des 4 coefficients. On pourra ensuite substituer chacun des coefficients dans l'expression de l'inverse de la transformée de Laplace de y de S. On transforme chacun des termes en des formes simples à inverser. Dans les deux premiers termes, on retrouve facilement les formes d'un sinus et d'un cosinus. Dans les deux derniers termes, il faut former les numérateurs et les dénominateurs des expressions d'un sinus et d'un cosinus multipliés par une exponentielle décroissant en fonction du temps. Nous obtenons finalement une forme pour laquelle il est possible d'inverser terme par terme dans le domaine temporel. Les deux premiers termes sont une somme de sinus et de cosinus sans exponentielle et les autres termes sont une somme de sinus et cosinus multipliés par une exponentielle décroissant en fonction du temps. En substituant les expressions des coefficients C1, C2, C3 et C4 et en simplifiant certains termes, nous obtenons la forme finale de l'équation. Cette équation est composée d'une partie stationnaire et d'une partie transitoire. Après un certain temps, suite à l'application de l'entrée sinusoïdale, la période transitoire disparaît et seuls les deux termes définissant le régime stationnaire demeurent. Ceci est le cas pour toutes les valeurs de zeta. On peut transformer cette équation en une fonction sinus seulement en utilisant l'identité trigonométrique suivante. En effet, A cos de phi plus B sinus de phi est égal à R fois le sinus dont l'argument est phi plus θ. R est égal à la racine carrée de A carré plus B carré et tangente θ est égal au rapport de A sur B.
Il est donc possible de transformer l'équation en régime stationnaire sous la forme suivante, où l'amplitude du sinus de sortie est égale à l'amplitude du sinus de l'entrée divisé par la racine carrée de la somme du carré de 1 moins tau carré oméga carré et du carré de 2 zeta oméga tau. De plus, le déphasage du sinus de sortie par rapport au sinus d'entrée est donné par la tangente moins 1 de moins 2 zeta oméga tau sur 1 moins oméga tau au carré. Ainsi, ceci permet de définir le rapport d'amplitude d'un système du deuxième ordre, c'est-à-dire le rapport de l'amplitude de la sortie sur l'amplitude d'entrée. Le rapport d'amplitude peut être plus grand ou plus petit que 1 en fonction des valeurs de oméga tau et de zeta. Notez que pour un système du premier ordre, le rapport d'amplitude est toujours plus petit que 1. L'autre équation est le déphasage du sinus. On peut montrer facilement qu'à partir de cette équation, que le déphasage tend vers 0 pour de faibles valeurs de oméga et qu'il s'approche de moins 180 degrés ou moins pi lorsque oméga tend vers l'infini. Le rapport d'amplitude et le déphasage serviront de base à une technique d'analyse des systèmes appelée réponse en fréquence. Cette technique sera employée pour l'étude de la stabilité des systèmes ainsi que pour sélectionner les paramètres de réglage des régulateurs. Ce sera le sujet d'un des prochains chapitres. On verra par contre que l'information pour le rapport d'amplitude et le déphasage pourra être obtenue de façon beaucoup plus simple que par l'inversion de la transformée de Laplace, qui peut être un peu ardue, comme nous l'avons constaté dans ce chapitre. Nous allons maintenant présenter quelques exemples simples de systèmes du deuxième ordre. Premièrement, nous considérons le système mécanique d'un chariot équipé d'un ressort et d'un amortisseur. La masse du chariot est m et le chariot est soumis à une force externe F de t. Pour obtenir la fonction de transfert de ce système, nous ferons tout d'abord un bilan de force. À tout moment, les forces agissant sur le chariot sont, premièrement, la force exercée par le ressort, c'est-à-dire une élongation ou une compression. La force exercée par le ressort est égale à moins K fois le déplacement du chariot par rapport à sa position d'équilibre, où K est la constante de Hooke. Deuxièmement, la force visqueuse de friction proportionnelle à la vitesse exercée par l'amortisseur dans la direction opposée au déplacement, c'est-à-dire moins C fois la vitesse de déplacement du chariot. Et finalement, la force excitatrice externe F de t qui correspond à la force extérieure qui vient affecter le système. C'est l'entrée du système. Ce système ressemble au mécanisme d'amortissement d'une automobile. Sur une voiture, on retrouve un système qui comprend un ressort et un amortisseur, qui servent à adoucir la conduite de la voiture lorsque la chaussée n'est pas uniforme ou lors d'accélération et de décélération. Le ressort, qui peut être compressé ou étiré, offre une force dans la direction opposée dans le but de revenir à sa position d'équilibre. L'amortisseur consiste à amortir les mouvements brusques de la voiture. Il est composé d'une tige dont une extrémité est attachée à un piston et au châssis de la voiture à l'autre extrémité. Suite au mouvement vertical de la voiture auquel est attachée la tige, une force tentera de déplacer la tige. Comme le piston doit se déplacer dans un cylindre rempli d'un fluide hydraulique, le fluide doit passer d'un côté à l'autre du piston à travers de petits orifices. L'amortisseur offrira donc une force opposée au déplacement de la tige et cela proportionnellement à la vitesse de déplacement. En utilisant la loi de Newton, la somme de toutes les forces est égale à la masse multipliée par l'accélération. Ainsi, la force exercée par le ressort plus la force exercée par l'amortisseur plus la force externe doit être égale à la masse fois l'accélération A.
L'accélération est égale à la deuxième dérivée de la position y en fonction du temps. En plaçant tous les termes de y du même côté de l'équation et en divisant par k pour obtenir un coefficient unitaire pour le terme en y, nous obtenons la forme standard d'un système du deuxième ordre où il est possible de définir les paramètres tau et zeta d'un système du deuxième ordre. Tau est égal à la racine carrée de la masse sur la constante du ressort et zeta est égal à la racine carrée du coefficient d'amortissement sur 4 fois le produit de la masse et de la constante du ressort. En prenant la transformée de la place de cette équation et en supposant que toutes les conditions initiales soient nulles, nous obtenons la forme standard d'un système du deuxième ordre. Il est important de rappeler que si nous comprenons bien le comportement dynamique d'un système du deuxième ordre mis sous sa forme standard, nous pouvons analyser rapidement le comportement dynamique de tous les systèmes du deuxième ordre. Un autre exemple d'un système du deuxième ordre est une vanne pneumatique, comme cette vanne automatique de laboratoire qui sert à ajuster le débit d'un fluide dans une conduite. Nous verrons plus loin dans le cours comment cette vanne opère. Normalement, pour des vannes de petite dimension, la dynamique est relativement rapide par rapport à la dynamique des autres éléments d'une boucle de contrôle. Néanmoins, les vannes pneumatiques se comportent comme des systèmes du deuxième ordre et il est possible de dériver la fonction de transfert entre la pression d'air et l'ouverture de la vanne à partir d'un bilan de force. Tout comme le chariot, il y a 3 forces. Premièrement, la force extérieure exercée par la pression d'air sur le diaphragme. Deuxièmement, la force Kr fois le déplacement x exercé par le ressort qui s'oppose au déplacement de la tige par rapport à sa position d'équilibre sous forme de force d'élongation ou force de compression du ressort. Kr est la constante du ressort. Troisièmement, la force de friction de la tige sur les parois de la vanne. Cette force est égale à C fois dx sur dt et est proportionnelle à la vitesse de déplacement de la tige. C est le coefficient de friction. Comme pour le chariot, la somme des forces doit être égale à la masse multipliée par son accélération. Ainsi, les 3 forces, la pression de l'air multipliée par la surface du diaphragme, moins la force exercée par le ressort, moins la force de friction, est égale à la masse multipliée par la deuxième dérivée du déplacement de la tige à laquelle est attaché l'obturateur. En regroupant tous les termes en x du même côté de l'équation, nous arrivons à une équation du deuxième ordre pour laquelle il est possible de prendre la transformée de la place. Les paramètres du système du deuxième ordre mis sous sa forme standard sont définis en fonction de la masse, du coefficient du ressort et du coefficient de friction.